Bonsoir à tous, merci d'avoir applaudi et d'applaudir encore le quintet pentatonique. Et tous ces musiciens sont d'ailleurs des professeurs du Conservatoire de Chaville. Alors on les retrouvera tout à l'heure. Il y a un pot amical à l'issue de la représentation. On va quand même travailler un peu avant. Et nous rejouerons l'aubade. Merci messieurs, à tout à l'heure. On a choisi volontairement ce morceau extrait des bandas basques, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gaieté, beaucoup d'entrain, mais aussi beaucoup de nostalgie et de solennité. Et je me suis dit que ça résumait bien finalement une saison théâtrale. On n'a pas de mots tabous. Le divertissement, l'humour, c'est pas tabou, mais le sérieux, la réflexion, l'intelligence, ce n'est pas tabou non plus. Donc j'ai trouvé que ces messieurs et cet air symbolisaient très bien notre future saison. Bienvenue pour ce rendez-vous désormais annuel. Hier, nous étions les invités du CEL. Certains d'entre vous étaient d'ailleurs là, dans la salle. Clémentine montera nous rejoindre tout à l'heure. Je suis content de vous retrouver. Nous avons beaucoup de choses à nous dire ce soir, donc on va commencer sans trop tarder. Je suis pour l'instant tout seul sur scène, mais vous le savez, il y a une vraie belle équipe à l'Atrium qui travaille toute l'année avec vous et pour vous. Il y a des élus, et je remercie Monsieur le maire de sa présence, Anne-Louise Mesadieu également, conseillère régionale. Il y a toute une équipe en mairie, une coordinatrice, Gwenaëlle Goet, que je remercie. Il y a la bibliothèque, Étienne Cuny. Il y a le service de communication, bref. C'est un iceberg et moi je suis le seul un tout petit peu visible, même si ce qui compte c'est évidemment les spectacles que nous vous proposons. 20 spectacles à l'Atrium, 20 spectacles au CEL, 40 spectacles en tout. Alors chacun peut imaginer ce qu'il veut à partir de cette spirale, de cet escalier. Moi je vois ça comme une espèce de symbole de la réflexion, de l'intelligence, de toutes les circonvolutions de notre cerveau. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et à propos de cerveau, eh bien voilà, nous allons commencer avec le premier spectacle de la saison qui se jouera chez nous le vendredi 13 octobre, qui s'appelle 1300 grammes. 1300 grammes, c'est le poids moyen d'un cerveau humain. Et avant, justement, pour introduire ce spectacle, on va regarder un petit clip. Vous allez d'ailleurs y reconnaître un directeur de théâtre très mal embouché qui, j'espère que c'est un rôle de composition. Vous verrez. Je ne vous en dis pas plus. Un voyage au cœur du cerveau. Un spectacle qui vous invite à... Catherine Chaume, metteur en scène, Léonore Confino, auteur. Communiquer. On a décidé de créer un spectacle sur le cerveau humain. On va donc vous proposer une lecture avec... Respirer. Trouver l'harmonie. On va essayer de changer d'instrument. Tiens, essaye de prendre ça. Ravaler votre fierté. Ok. 2, 3. Donner le change. Tirer les ficelles. Canaliser vos émotions. Nourrir votre intelligence. Votre cerveau est un muscle. Il ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Alors vous avez vu à l'écran, Léonore Confino, auteur, et Catherine Chaume sont deux personnes très brillantes qui travaillent ensemble depuis longtemps. Vous avez dû voir Ring au Building, au CEL. Vous avez vu Le Poisson Belge, sûrement, l'année dernière. Et nous avons la chance de les accueillir ce soir. Léonore et Catherine Chaume, que je vous propose d'applaudir. Voilà, par ici, par là, comme vous voulez. Le micro est pour vous. Parlez-nous Bonsoir. de ces 1300 grammes. Ah, très bien. C'est 1300 grammes de cerveau donc, que vous possédez tous dans cette salle. Les expériences de la vie, les urgences de la vie nous ont poussé, Catherine et moi, à vouloir créer un spectacle autour du cerveau humain. Mais on ne savait pas trop à quoi ça pouvait ressembler.
Alors, on a rencontré des neuroscientifiques, des neuropsys, et on est tombé littéralement amoureuse de cet organe si particulier. On a découvert qu'on avait 85 milliards de neurones qui étaient boulimiques de connexion. On a découvert que notre cerveau ne vieillissait pas. On a découvert cette substance magique qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, qui est responsable de tous les phénomènes d'éjection dans votre corps. Et surtout, on a découvert à quel point ce cerveau était riche en émotions et riche en humanité. Et donc, on a décidé de raconter l'histoire d'un personnage, et plus précisément de 5 personnages, mais autour d'un personnage central qui s'appelle Camille. Et tu veux en dire un peu plus quand même, la metteur en scène ? Et donc, vous allez voir sur scène 5 comédiens qui jouent donc tous des instruments, comme vous avez pu voir dans le teaser. Et c'est donc l'histoire de Camille. Et Camille, elle va être assise sur un brancard au début parce qu'elle a des pertes de connaissances régulières. Ça ne l'handicape pas beaucoup, mais elle se demande pourquoi. Et puis, elle va rencontrer Yuri, qui est neurologue, et qui va lui dire « Il faut que tu reconstitues les événements de l'année qui viennent de s'écouler ». Donc, on va suivre un puzzle des événements de l'année qui viennent de s'écouler avec tous les personnages qui occupent son quotidien. Et puis, à un moment, elle va découvrir un secret, quelque chose qu'elle a enfoui au fond de sa mémoire et qu'elle n'a pas voulu vraiment voir parce que c'est un secret douloureux. Et donc, ce neurologue va lui prendre la main à un moment donné et va lui dire « Écoute, on va aller visiter l'intérieur de ta propre tête ». Donc, vous allez voir sous vos yeux l'intérieur de la tête de Léonore Confino, ce qui était un sacré défi quand même pour moi à tracer sur scène. Et c'est un spectacle qui mélange vraiment émotion et humour parce qu'on avait vraiment envie de vous parler de certaines choses et notamment de la mémoire. Oui, absolument. En fait, vous allez même vivre des expériences. La mémoire se stocke de différentes manières. Par exemple, il y a la mémoire sémantique et puis il y a la mémoire autobiographique. La mémoire sémantique. Si je vous demande quelle est la capitale de l'Islande, par exemple, vous allez me dire... Comment ? Bravo. Ah, c'est pas mal. Oui, c'est dur à prononcer, c'est vrai. Maintenant, si je vous demande à quoi correspond la formule H2O, vous allez me dire... L'eau, mais vous êtes brillant à Chaville, absolument brillant. On les a fait travailler avant. Hein. Vous avez des super écoles, des super lycées, donc ça c'est ce que vous avez appris par cœur, c'est votre connaissance. Et pour me répondre, vous n'avez pas besoin d'aller puiser très profondément dans vos émotions ou dans des souvenirs d'enfance, d'accord ? Ça c'est la mémoire sémantique. Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux, tous. Vraiment. Vraiment. Et de convoquer un souvenir, mais un souvenir très marquant, quelque chose de très important pour vous. Une rupture, votre premier baiser, peut-être un deuil, une gifle, une discussion avec votre père, avec votre mère, un déménagement et la première fois où vous avez mis le pied dans cette nouvelle maison que vous aimiez tant. C'est bon ? Vous traversez ce souvenir ? Alors là, je suis sûre, par exemple, que vous visualisez le décor de ce souvenir, le lieu dans lequel il s'est produit, que vous voyez peut-être des couleurs, des matières, des lumières, peut-être même que vous sentez des odeurs. Et c'est tout à fait normal, parce que ça, c'est votre mémoire autobiographique, des événements que vous avez vécus vous-même. Et cette mémoire autobiographique, elle travaille avec la mémoire de lieu, avec les cellules de lieu. C'est-à-dire que quand il vous arrive quelque chose de très fort, eh ben, votre cerveau, le siège de l'hippocampe, va immédiatement identifier le lieu dans lequel s'est produit ce souvenir. Et c'est dans cette zone de la mémoire que Camille va devoir se plonger très très profondément pour comprendre d'où viennent ces absences et ces déconnexions régulières. Voilà. Il y a une phrase qu'elle dit, moi que j'aime beaucoup, elle dit « Mon cerveau est comme une ratatouille et j'ai parfois de la peine à retrouver les légumes ». Voilà, ça vous donne un peu le ton du spectacle. Voilà. Bonne soirée. Bravo, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors toute la troupe va répéter, va être en résidence au Chesnay, pas non loin d'ici, et puis elles vont venir aussi travailler chez nous à la rentrée. C'est une autre forme de résidence, donc on les accueille vraiment avec grande joie. Eh bien on va continuer notre promenade, on va continuer notre parcours de la programmation, tout simplement.
Et oui, puisque là aussi, on va avoir une résidence très intéressante. Michel-Ange va venir travailler chez nous pendant 3 semaines, pendant les vacances de la Toussaint. Et à l'issue de ces vacances, nous pourrons accueillir ce spectacle Michel-Ange et les fesses de Dieu, et non pas où les fesses de Dieu. Ça la concerne évidemment, je vous en informe, le dialogue entre le travail entre Jules II, le pape de l'époque, et Michel-Ange pour le plafond, magnifique plafond de la chapelle Sixtine. Alors, c'est Jean-Paul Borde qui met en scène ce spectacle, qui joue dans ce spectacle, qui joue Michel-Ange. Jean-Paul Borde est souvent venu à l'Atrium. L'année dernière, c'était pour Voyage avec ma tante, que beaucoup d'entre vous ont apprécié. Il était venu avant, chanter aussi dans Haïdou Haïdou. C'est un comédien, un artiste polyvalent, de grand talent. Et Jean-Paul, en plus d'avoir beaucoup de talent, est parmi nous ce soir. Je lui ai proposé de venir aussi. Pour qu'il nous parle un peu, je t'en prie, pour qu'il nous parle un peu de cette pièce au titre un petit peu comme ça, étonnant, provocateur, je ne sais pas, enfin bon. Dis-nous, raconte-nous. C'est très émouvant parce que ça fait 4 ans qu'on se bat pour que cette pièce existe, avec l'auteur Jean-Philippe Noël. Et en même temps, ça, je ne sais pas, symboliquement, Michel-Ange a mis 4 ans pour faire les 800 mètres carrés de plafond de la chapelle Sixtine. Alors c'est peut-être un signe. Sûrement. Les fesses de Dieu, oui, c'est pas de notre faute, il a vraiment peint les fesses de Dieu. Vous l'avez peut-être vu en allant à Rome, ou aperçu, parce que c'est quand même très haut, et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon ce serait peut-être censuré. Ça l'a été d'ailleurs en son temps. Voilà, ça raconte la rencontre entre le grand mécène qui était le pape Jules II, et en 1508, Jules II commande à Michel-Ange le plafond de la Sixtine, qui était un petit plafond avec des étoiles, assez banal, voilà. Et ils vont s'engueuler pendant 4 ans. Ça va être des joutes verbales, ça va être des retards, ça va être des problèmes d'argent, ça va être des problèmes d'éthique aussi. Voilà, on vous raconte une histoire entre le mécène et l'artiste. C'est pas la seule. Et c'est étrangement contemporain, voilà. C'est très très émouvant parce qu'on ne l'a pas encore créé, on va le créer ici. Vous allez être les premiers à voir naître la pièce. On fait une avant-première grâce à Hervé dans cette magnifique salle et je souhaite de tout mon cœur que ça vous plaira. Je ne peux pas vous en dire grand-chose. Tu ne vas pas repeindre le plafond de l'Atrium? Je ne sais pas, après tout... Nous, on est preneurs. Hein, oui, c'est possible, c'est possible. Il y aura un échafaudage, je crois, sur scène, c'est ça? Il y aura un échafaudage. Le but du jeu dans la pièce de Jean-Philippe, c'est de vous faire voir sans vous faire voir. Vous ne verrez jamais la voûte. C'est un petit peu trop cher comme budget. Mais j'espère qu'à travers les yeux du pape, au moment où il va enfin découvrir la chose, vous verrez, ou vous reverrez. Le cerveau fera son office, le cerveau de Léonore fera son office. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Alors à bientôt. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Ce qui est pratique avec effectivement la pièce sur le cerveau, c'est qu'on peut faire toutes les liaisons possibles. C'est pour ça qu'on l'a programmé en début de saison. Bien, alors maintenant la liaison n'est pas trop difficile, c'est-à-dire que la chapelle Sixtine, c'est un lieu éminemment spirituel, évidemment, et donc on va continuer maintenant avec le programme de musique classique que nous proposent les concerts de Marivel. En rouge, l'Atrium, en bleu, le Sel.
Oui, on s'interrompt quelques instants parce que chaque année, je fais beaucoup de compliments au concert de Marivel, à tel point que Janine Palmieri, son organisatrice, celle qui a créé le concert Marivel, me dit que j'en fais presque un peu trop, mais je continuerai quand même. Il faut que vous réalisiez à quel point la programmation que nous proposent les concerts de Marivel est vraiment de haut niveau. Comme je le disais hier au CEL, vous savez qu'il s'est construit une petite maison en longueur du côté de l'île Seguin, consacrée à la musique classique, un lieu magnifique dont tout le monde se réjouit forcément, mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer aussi bien à Sèvres qu'à Chaville cette programmation. Et d'ailleurs, les artistes que nous proposons et que nous proposerons se produisent aussi sur l'île Seguin. Donc allez à l'île Seguin, c'est un lieu magnifique, mais restez à l'Atrium et au CEL devant ces propositions. Merci Janine en tout cas. Continuons. Oui, on peut l'applaudir. Oui, oui. Johnny, qu'est-ce que tu fais? Dis je dors. Mais tu dors tout le temps. Pour imiter Giscard, il faut prendre un petit peu de maïzena et vous en garder un peu. Oui, ça, elle est molle. Là, tu vois, elle est molle. Et vous allez la décoincer parce qu'elle est coincée. Bernadette, elle est méticuleuse, elle est sérieuse, besogneuse, mais elle est lente. Nous sommes à Paris, en décembre 1895. Je n'ai rien écrit en 2 ans. Comment puis-je trouver un sujet en 2 heures? Je ne sais pas, Edmond, improvise. Cyrano de Bergerac. Qui est-ce? Un poète, fin bretteur, avec un grand nez. Un grand nez? Il m'a commandé une pièce en 3 actes. Mais c'est merveilleux. Merveilleux peut-être, sauf que je n'en ai pas écrit une ligne. Edmond, personne ne te connaît. Tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce. Champagne! Alors, évidemment, la légende d'une vie, Stefan Zweig. Nous avons beaucoup de ponts avec Sèvres qui commencent par la peur de Stefan Zweig. Nous accueillons la légende d'une vie avec la grande Nathalie Dessay, qui sera comédienne en l'occurrence, et non pas cantatrice. Macha Merrill et bien d'autres artistes, mise en scène de Christophe Lidon que vous connaissez puisqu'on a fait beaucoup de choses avec lui. Magnifique spectacle, ça va être une création et je vous incite à vous baigner dans cet univers de ce personnage de Zweig qui est le chouchou, je crois, des Français. Personnage à la fin tragique, qui est mort en 1942, suicidé dans cette belle ville brésilienne de Petrópolis. Et j'en profite pour souligner que non seulement nous avons des ponts avec le CEL, mais aussi avec le Forum des Savoirs, puisque d'une part, il y aura un cycle autour du cerveau, encore une fois, mais aussi autour de Stefan Zweig, et que par ailleurs, le Salon de la biographie que nous organisons pour que la ville organise pour la 4e année, aura pour marraine Madame Dominique Bonnat de l'Académie française, qui a écrit une biographie très très belle sur Stefan Zweig, que je vous conseille pour cet été. Ensuite, nous aurons Michel Drucker. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de Michel Drucker? Quand je suis allé le voir, j'y suis allé pour tout vous dire par curiosité. C'est le dernier des Mohicans. Vous pouvez chercher. De son époque, il n'existe plus personne. Et j'ai été extrêmement agréablement surpris, enthousiasmé par la qualité de son jeu, par sa simplicité. On a l'impression d'être au coin du feu avec lui, même si on était très nombreux. Il a beaucoup de talent. Il est charmant. Il est drôle. Et vous allez revivre, pour des personnes d'une certaine génération, comme la mienne, tout un tas de choses que vous avez vécues, et quant aux jeunes, ils vont découvrir une télévision qui n'existe plus, bien que Michel Drucker soit toujours évidemment à l'antenne. Voilà, et puis il va être temps évidemment de parler d'Edmond, même chose, vous avez dû en entendre parler, 5 Molières, il y a quelques semaines. Edmond, c'est la pièce de l'année au Théâtre du Palais Royal, que nous avons réussi à avoir une date avec beaucoup de difficultés. Edmond, c'est évidemment Edmond Rostand.
Et Cyrano de Bergerac, c'est l'écriture. Cyrano de Bergerac, c'est assez romancé. Les puristes diront que ça s'est peut-être pas exactement passé comme ça. J'espère d'ailleurs, parce que vous verrez qu'il se passe beaucoup de choses. Et c'est un autre pont, un autre rapport que nous avons avec Sèvres, qui lui aussi a un Cyrano de Bergerac. Voilà, je crois qu'il est temps maintenant de continuer et surtout de demander à Clémentine, directrice du CEL, de commencer à se préparer à nous rejoindre. On peut l'applaudir maintenant. Tu nous parles de ta saison. Bonsoir, chère exactement. Clémentine. Merci Hervé, merci de m'accueillir. Et c'est vrai qu'on est heureux de ces 2 soirées avec Hervé, hier soir au CEL et ce soir à l'Atrium. Alors merci de m'avoir mis mon anti-sèche. Parce que c'est vrai que l'idée, c'est que vous puissiez, même à l'Atrium, découvrir les spectacles du CEL, puisqu'il y a cet abonnement commun. Je ne vais pas tous vous parler de tous, puisqu'il va suivre une petite vidéo. Je vais vous parler de mes 3 coups de cœur. Allez, je vous en choisis 3. On va commencer par Cyrano. Dans la peau de Cyrano. Alors en effet, il y a un pont entre le CEL, des ponts entre le CEL et l'Atrium. Il y a beaucoup de Cyrano cette saison. Nous commençons chronologiquement dans la peau de Cyrano, qui est l'histoire d'un adolescent qui arrive dans un nouveau collège et qui bégaye, donc a un handicap. Et donc ses parents décident de lui faire du théâtre, normal pour quelqu'un qui bégaye. Et en fait, son prof de théâtre qui va le soutenir, l'encadrer, le porter, va lui faire jouer Cyrano. Et comme Cyrano, il va s'embellir, il va grandir et surtout, il est amoureux de Roxane. Donc pour Roxane, il va déployer plein de choses. Le comédien est assez étonnant, il va jouer une vingtaine de personnages, une vingtaine d'adolescents, une quinzaine d'adolescents et quelques adultes, et c'est quelque chose à voir. Ensuite, chronologiquement, il y a en effet Edmond, et puis au CEL, Edmond, donc, qui est l'histoire en fait de la création de Cyrano de Bergerac, romancé, et puis au mois de février, il y aura au CEL le Cyrano de Bergerac qui sera monté par les échappés de la coulisse, ces jeunes qui ont pris des cours de théâtre tout petits au CEL dans le cadre des Enfants de la Comédie, qui sont en résidence au CEL, des jeunes qu'on a vus à 7 ans dans des spectacles comme Le Petit Pousset, qui sortent maintenant du TNB, du conservatoire, qui ont des jolis parcours. Au cinéma aussi. Voilà, et qui jouent au cinéma, qui ont des jolis parcours et qui créent désormais, c'est un petit peu une rencontre tous les ans, un classique au CEL, et cette année, ça sera le Cyrano de Bergerac. Donc vous voyez, vous aurez Cyrano, j'irai avec 3 angles différents, intéressants. Je continue par Foutu guerre. Ça, c'est mon bébé. C'est un spectacle que j'ai adoré, qui est très émouvant, que j'ai découvert à Avignon. On a un petit pool comme ça de spectacles découverts à Avignon qu'on essaye de mettre en valeur. Vous avez Foutu guerre, Michael Hirsch, Maclassi Pop et Cyrano. Foutu guerre, c'est l'histoire du Fort de Vaux. Le Fort de Vaux qui a résisté pendant 6-7 jours aux Allemands avec un héroïsme, une force, un courage incroyable. La mise en scène est très originale. C'est pas la guerre tout le temps sur scène, pas du tout. Vous rentrez dans un musée, donc une scénographie originale, et puis une fin étonnante, puisque en fait le commandant Raynal, qui était le commandant du Fort de Vaux, a tellement bien résisté pendant ces 6 jours, alors que les Allemands l'envahissaient de partout, Vraiment, le Kaiser lui a remis un cadeau pour son héroïsme à la fin. Donc vraiment très émouvant. Venez avec vos ados, avec vos adultes, avec vos jeunes adultes, avec vos plus jeunes enfants, mais une leçon de vie étonnante. Voilà. Le dernier de cette sélection, c'est Sans le savoir, un spectacle sur le rapport que nous avons tous aux écrans. Il faut savoir que nous passons presque tous en moyenne 6 heures par jour sur un écran, quel qu'il soit, télé, ordinateur, téléphone, tous. On passe en moyenne 18 ans de notre vie sur un écran. Et c'est du théâtre et de la danse.
Et ils nous font part de leurs réflexions sur ce rapport qu'on a à l'écran et du coup les changements de communication, ou en tout cas qu'on peut avoir dans nos familles et plus largement dans la vie, voilà, plus largement. C'est le coup de cœur du CEL, c'est le coup de cœur du public dans le cadre des 48 heures au CEL, qui est un festival. Pour certains, vous êtes peut-être venus. 48 heures de théâtre non-stop sur un week-end au CEL, dans tous les lieux du CEL, dans mon bureau, ce qui n'est pas toujours plaisant, mais dans mon bureau aussi, mais aussi bien dans les coulisses, dans la salle de spectacle, c'est du théâtre, c'est des ateliers, c'est du masque, du mime, tout. Et pendant ces 48 heures où il y avait quand même plus de 30 spectacles qui se sont joués, le public comme le CEL a décidé de programmer sur cette saison sans le savoir. Donc venez découvrir ça. Pour le reste, je vous laisse le découvrir. Une petite vidéo ? En vidéo. Puis, voilà. Merci Clémentine. Tu restes un peu ? Tu restes pas ? Bonjour, je m'appelle Colin. J'aime la musique et j'aime pas parler. Colin, c'est un petit garçon, un collégien qui arrive dans un nouveau collège et Colin il bégaye. Et puis on lui dit, bah tiens c'est bien, tu bégayes, tu vas faire du théâtre. Rencontre aussi avec le texte de Cyrano. Quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront. Bienvenue au Fort de Vaux, monument historique national et haut lieu de la guerre de 14-18. Maman, papa, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu vos 2 dernières lettres. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'elles m'ont fait du bien. L'arrivée du courrier, c'est comme le Père Noël. Hey, c'est un gros indice, hein. Mettez le bras comme moi. Attention, je vous l'envoie. C'est parti. Alors, Le hip-hop. Oui. Ah, mais c'est pas du tout mon truc, je suis pas la génération hip-hop, moi. Moi, je trouve. Il le dit vachement bien. C'est une grande lacune sur 40 ans d'histoire du hip-hop, monsieur. Eh ouais. 40 years. Il va falloir venir voir mon spectacle. Ma classe hip-hop. Pourquoi vivre debout? Couché, on passe son temps la tête dans les étoiles. Debout, on doit garder la tête sur les épaules, mais le plus souvent on a la tête dans le cul. Qui sème le vent, récolte la tempête. Alors je me suis dit, c'est ça, on va semer. On va semer sur une étoile, ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier, on va semer. Qu'est-ce que les femmes désirent le plus au monde? Un jour, un roi sanguinaire et violent a posé cette question à mon ancêtre, qui était son voisin, le roi du plus beau pays du monde. S'il ne trouvait pas la réponse à cette question, au bout d'1 an jour pour jour, le roi sanguinaire le tuerait et envahirait son pays. Après avoir voulu arrêter la musique, mais quand on a su que t'allais écouter notre disque, on s'est dit qu'on allait continuer. Nous sommes de retour, comme Mathilde, Alain Juppé et Martin Guerre. Nous sommes de retour, et en plus on est content.
Et où vas-tu? À un concert de piano. Ah, Chopin, j'imagine. Oui. Je te connais bien, n'est-ce pas? Enfin, je vous attrape. Édouard, ça ne te dit rien. Pardon? Édouard! Je vous vois vous rendre chez lui tous les mercredis. On va retrouver notre couple d'avant, Irène. Édouard, regarde. Je te le promets. Tous les mercredis chez Édouard. Irène, tout va bien? Tout va bien, Fritz. On vendait mal. 3000 couronnes, il me les faut. On arrive à s'en rendre compte. Mentez. Je n'en peux plus de mentir. Est-ce que tu sais ce que c'est d'avoir peur en permanence? Irène! Si votre majesté le permet, nous aimerions lui présenter une farce. Parlez, monsieur le docteur. Je suis malade. Docteur est malade. Je vous aime doublement. C'est alors qu'un miracle se produit. Les mains se mettent à battre par rafale. C'est un triomphe. On crie au génie comique. Les acteurs saluent. Re-saluent. Molière a à nouveau du succès. Le roi l'aime et l'admire, mais il est trop tard. Handicapé, Michele. Oh, je me souviens très bien de votre frère. À l'école, il nous faisait mourir de rire. Dehors. Sandra! Qu'est-ce que je dois te dire que ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu? Oh, maman! Sandra! Salut, Michele. Michele! Maman, Michele est malade. Non, Michele n'a ni fièvre ni bronchite, il n'est pas malade. Je m'en vais. Tu t'en vas, tu manges d'abord. Tu pars après. Ben, asseyez-vous, restez pas debout. Hein. Oh, moi, j'aime bien discuter. Quand même, je suis seule, hein, ça tient compagnie quand on travaille. Bonjour. On peut rater son histoire et réussir sa rupture. Eric. Quel? Quand on quitte quelqu'un qu'on n'aime plus, on ne l'abandonne pas, on le libère. Comment tu m'as retrouvé? C'est compliqué. Je suis surprise que tu aies eu envie de me revoir. Moi aussi. Est-ce que quelqu'un est venu pendant que j'étais pas là? Ravi de te rencontrer, Julien. Les amis d'Irène sont mes amis. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir de te voir ici. Ah, merci, j'imagine. J'ai des frissons. Sur mes panneaux solaires, il n'y a pas de rayon. Panneau solaire, c'est pas solar, même si solar est tombé dans les panneaux. Clac, le soleil est tombé dans mes panneaux. Maintenant, tout s'éclaire avec ces jeux de mots. L'aspirateur, le bricoleur, le musicien qui fait ses gammes, le monsieur qui cause à sa dame. Bougou, bougou. Nous voyons au milieu de la mer un crapaud buffle. Enfin, depuis le temps que je voulais y aller, là voilà la Côte d'Azur. Moi, je voulais aller au Touquet, mais il plaît un jour sur deux là-bas. Et comme à l'hôtel, ils n'ont pas accepté mes conditions, de payer moitié prix les jours de pluie, ils ont perdu un client et puis c'est tout. Ici, il fait chaud, mais au moins, il plaît pas. Et regardez-moi tous ces beefsteaks qui s'érotissent au soleil, là. Regardez-moi ça. Il y en a, c'est même plus des fesses qu'ils ont, c'est de la tôle ondulée. Voilà la belle saison du sel. Je rappelle que vous pouvez voir tous les spectacles parce qu'avec Clémentine, on ne se chevauche jamais sur les dates. Hein. Vous pouvez vérifier, il n'y a pas de spectacles qui se font concurrence. Venez voir tous les spectacles de l'Atrium et tous les spectacles du sel. Tu es d'accord? Alors, je vais faire comme tout à l'heure, mais je vais raccourcir un petit peu plus. Je vais vous en choisir deux. Les soliloques de Mariette. Anne Damet, c'est Mariette, ce qui parle dans sa cuisine de
plein de choses, politique. C'est le bon sens campagnard qui parle, qui nous ramène à des choses évidentes. Anne Damet est une comédienne étonnante et vraiment c'est Mariette, quoi. L'une et l'autre se confondent. C'est des extraits de Belle du Seigneur. Elle parle bien évidemment aussi de sa maîtresse Ariane, et qui est Belle du Seigneur, qui va devenir Belle du Seigneur. Voilà. Et ensemble, alors La Peur, certains sont peut-être venus le voir à Paris, parce que j'avais fait un groupe au mois d'octobre-novembre pour aller voir La Peur au Théâtre Michel. Et ensuite, on avait dîné avec les comédiens. Et c'est un spectacle tellement étonnant, tellement effrayant, que ça m'a fait plaisir de le programmer sur la scène du Sel. Ensemble, Catherine Arditi, qui vient de recevoir le Molière de la meilleure comédienne théâtre privé, mais du théâtre privé. Et donc, un spectacle sur la normalité et sur la différence, ou la différence et la normalité à découvrir. Voilà. Tu avais dit 2, hein. 2, mais j'en ai fait 3. Comme toujours, on peut pas. Mais j'ai envie tous de vous en parler. Juste avec Hervé, on a un petit pot amical après. Donc évidemment, je serai là. Si vous avez des questions à me poser, je serai ravie d'y répondre. Voilà. On parle des abonnements quand même de vendredi. Exactement. Voilà, je te laisse en parler. Pour la peine. Merci. Donc les abonnements, c'est vendredi à partir de 17h au Sel comme à l'Atrium. Rien ne change et tout change. Le Sel, vous pouvez acheter les spectacles de l'Atrium et du Sel. À l'Atrium, les spectacles du Sel et de l'Atrium, sans problème. Internet également, à partir de 17h. Nous mettons toute notre énergie, et je peux vous dire qu'elle est immense, à faire en sorte que ces abonnements se passent au mieux et bien, et très bien. Vous allez dire, voilà, mais ça se passera. On est toujours heureux de vous accueillir avec un petit verre, vous faire patienter le moins longtemps possible. Et cette année, on a pris des mesures radicales pour que ça se passe bien, et ça se passera comme ça. On a aussi une petite nouveauté, oui, Hervé. Les tarifs pour les jeunes chômeurs, etc. Exactement. Alors, nos 2 conseils d'administration ont géré à accepter une proposition qu'on leur avait faite, qui est que 48 heures avant un spectacle, les chômeurs comme les étudiants ont le droit à un tarif à 10 €. Dans la limite des places disponibles. Voilà. Mais la salle est grande. La salle est grande, et même au Sel, la salle est grande. Oui. On refusera, j'espère, personne. Voilà pour les dernières nouveautés. Merci de m'avoir accueilli, Hervé. Merci. Charge de revanche. Eh bien, on va revenir à l'Atrium pour 2 spectacles. Il y en aura d'autres après, rassurez-vous. Alors depuis le début, je vous parle de ponts, de liens, etc. Là, je dois reconnaître qu'entre Alix Potter, spectacle jeune public, et Charles Péguy, là, j'ai pas trouvé. Mais il se trouve que le seul lien sont les dates. Voilà. Alix Potter, c'est le régional de l'Étape, c'est un comédien chavillois, qui est dans la salle d'ailleurs, que je salue, qui nous présente des spectacles régulièrement, qui sont extrêmement touchants, extrêmement drôles. Vous savez qu'on accorde une importance très particulière, on choisit vraiment nos spectacles jeunes publics, on va au-delà du simple divertissement pour le coup. Et Alix est quelqu'un d'extrêmement fin, donc je vous invite à venir avec tous les enfants que vous connaissez. Et si vous n'avez pas d'enfants, à venir quand même. Alors Charles Péguy, là on est vraiment sur autre chose. Charles Péguy, ce personnage un peu oublié, qui est un peu sorti des livres scolaires, malheureusement, mort au tout début de la guerre de 14, d'une balle dans le front, du côté de Crouy-sur-Ourcq, là-bas. Personnage assez étonnant, qui est parti de la libre pensée pour aller vers une spiritualité très 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 marquée. Charles Péguy, il s'agit de sa vie, mais comme nous avons le bonheur d'avoir le comédien qui a créé ce spectacle et qui va jouer ce spectacle, qui est dans la salle, je vais tout simplement lui demander de nous rejoindre. Bertrand Constant. Merci. Bertrand Constant,
qui lui-même a un parcours très particulier, hein. Mais ça c'est off ou pas? Je sais pas, tu m'as donné que 3 minutes, alors je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler. Il était Saint-Cyrien et capitaine, commandant. J'ai fini capitaine, ouais. Voilà. Et il est devenu comédien à l'âge de 30 ans. Voilà, j'ai été 8 ans dans l'armée, dans la Légion étrangère, et après, je suis devenu comédien. Enfin, ça, c'est une autre histoire, c'est pas le sujet du spectacle. Alors, Peggy le Visionnaire, c'est une pièce de théâtre pour un seul acteur, avec 15 personnages, donc j'en ai pas 20, c'est moins bien que celle, mais enfin bon, c'est déjà pas mal. Il y a 15 personnages, et l'histoire, alors c'est écrit par Samuel Bartholin. Moi j'ai eu cette idée de spectacle, mais j'ai demandé à un auteur de l'écrire, Samuel Bartholin, et puis ensuite j'ai demandé à Laetitia Gonzalez d'en assurer la mise en scène. Quelle est l'histoire ? Même si le terme est un petit peu cinéma, c'est un biopic en fait, c'est un biopic théâtral de Charles Péguy. Un jeune journaliste arrive dans sa boutique au début de la pièce sous le prétexte de faire un article sur lui. On est en 14, juste avant le début de la guerre. Et lui accepte et une conversation assez longue s'engage où le jeune journaliste va le titiller avec son parcours depuis en gros 20 ans. Il a environ 43 ans, enfin il a 43 ans à ce moment-là ou 41. Donc cette conversation démarre, ils vont se contrarier l'un l'autre, se débattre un petit peu, et de là on va repartir dans le passé à travers des flashbacks comme on dit au cinéma, où là d'autres personnages sont incarnés et viennent illustrer la pensée, le parcours de Charles Péguy. Ça va de son enfance. Il y a la maman, je joue la maman et la grand-mère de Charles Péguy, qui ressemble un peu à Mariette. Donc il y a pas mal de connexions, je vois, avec le sel, c'est marrant. Et puis l'école, on passe par l'école, on passe par la création du socialisme, Jean Jaurès, on passe par son rapport à l'action française, à un moment donné, sa spiritualité, et même son rapport à l'amour même. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire. Et ce qui est assez intéressant avec cette pièce, et ça c'est vraiment le travail extraordinaire de Samuel Bartholin, c'est que Charles Péguy, c'est pas un auteur facile, hein. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. C'est un auteur qui n'est pas facile d'accès, mais Samuel a réussi une formidable vulgarisation, si je puis dire, dans le bon sens du terme, et on accède complètement à la pensée, au parcours de cet homme, alors que si vous voulez le faire à travers la littérature qui existe sur lui ou les biographies, bah, ça reste assez compliqué. Et donc ça, c'est formidable, on ne s'ennuie pas une minute, en tout cas moi je m'ennuie pas une minute, ça je peux vous le garantir. C'est vrai. Je confirme. Ouais, bah, Hervé l'a vu. Donc, je vois tous les spectacles que je programme. Ouais. Ah oui, c'est bon. Voilà, et donc c'est formidable, c'est intense, il y a de l'humour. Il y a de la tendresse, je joue donc des personnages féminins, masculins, il y a aussi de la dureté, voilà. C'est une époque tragique en plus. Oui, alors on fait un voyage dans l'histoire, dans cette époque on voyage de 1890 à 1914 si vous voulez, et voilà. C'est super, non? Merci beaucoup. Voilà. C'est ça que j'aime dans cette saison, c'est que... Merci. On a aussi bien Edmond, où vous avez vraiment le théâtre avec tout ce qu'il y a autour, un décor, des comédiens, il y a même un chien sur scène, etc. Et puis on a Péguy, vous avez un personnage sans décor, quelques accessoires, mais la force du texte et le talent de l'artiste font que vous avez l'impression qu'il y a autant de choses que sur la scène d'Edmond. Nous allons continuer maintenant, si la régie est d'accord. Alors, 2 spectacles, 2 pièces d'Éric Emmanuel Schmitt. Le premier mis en scène par Marie-Françoise Broche, que je salue, qui est dans la salle, que l'on connaît bien, puisque ici nous avons accueilli Petits crimes conjugaux, nous avons accueilli bien des choses. Et concernant Éric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose, Libres sont les papillons, l'année dernière, vous vous en souvenez sûrement. Et donc, comme je vous le disais à l'instant, Petits crimes conjugaux. Alors Éric Emmanuel Schmitt, je ne suis pas certain qu'il faille vous le présenter, vous le connaissez.
On a envie de travailler ensemble depuis longtemps, on a envie d'avoir ce que j'appelle un compagnonnage artistique, on a des projets en commun, et il nous a fait l'amitié de venir ce soir, donc je vous propose de l'accueillir. Merci beaucoup parce que vous venez d'assez loin, vous êtes venus spécialement pour nous, donc c'est extrêmement touchant. 2 spectacles l'année prochaine, Le Chien d'une part et Ibrahim et les fleurs du Coran, dans lequel vous jouez en tant que comédien. Oui. Donc je vous laisse nous en parler. Non mais ne me remerciez pas de venir parce que, vous savez, quand j'étais jeune et qu'on m'aimait bien, je trouvais que c'était normal. Et puis quand on vieillit, on se rend compte que les gens qui vous aiment bien sont précieux. Donc je suis venu avec plaisir. 2 spectacles, oui. Le premier, Le Chien, a été une surprise pour moi aussi. Pas le texte, puisque je l'avais écrit, c'était une nouvelle. C'est une nouvelle qui se trouve dans un recueil qui s'appelle Les 2 messieurs de Bruxelles. Et j'avoue que c'est une des nouvelles auxquelles je tiens le plus. C'est une histoire que j'aime. Et je l'ai découvert cet été à Avignon, au théâtre, mise en scène par Marie-Françoise Broche et son mari, et qui avait magnifiquement mis en scène Petits Crimes Conjugaux. J'avais dit oui parce que c'était eux, mais franchement, j'étais pas persuadé que ça puisse faire un spectacle. Et je me suis assis comme tout le monde dans la salle, et bien au bout d'une demi-heure, j'avais un peu les larmes aux yeux, et puis 1 heure plus tard, j'étais avec tous les spectateurs extrêmement émus, mais vous savez, de cette émotion qui fait du bien, parce que c'est l'émotion qui vous recentre et qui vous retrempe dans les valeurs principales. Alors Le Chien, c'est l'histoire d'un homme, un médecin de village, Samuel Heyman, et cet homme a pris sa retraite. On n'a rien de mal à dire sur lui. Il a été un médecin tout à fait efficace, mais avec une espèce de bonté réservée, vous savez, plus gentil par volonté que par nature. Il y avait toujours une espèce de retenue étrange, et personne ne connaît vraiment cet homme. On a toujours vu cet homme pendant 50 ans avec le même chien. Le même chien, un chien qui s'appelle Argos. Alors vous allez me dire, un chien ne vit pas 50 ans, mais effectivement, cet homme, chaque fois que son chien, qui est un beauceron, meurt, prend un nouveau chien qu'il appelle de nouveau Argos. Et l'histoire commence quand cet homme meurt. Ce qui choque absolument tout le village. Pourquoi ? En fait, 1 semaine avant, son chien a été écrasé au bord d'une route, et 5 jours plus tard, cet homme se suicide. Ça choque les villageois parce qu'il a vu d'autres morts, y compris des morts dans le village, et des morts d'humains. Et visiblement, ça a moins compté pour lui que la mort de son chien. Alors, le narrateur, le héros, aidé par la fille de cet homme, va essayer de comprendre l'attachement mystérieux de cet homme à un chien, ce même chien qu'il appelle Argos depuis 50 ans. Et il va remonter dans le passé. Et il va aller dans une période de l'histoire où tout d'un coup, certains hommes n'étaient plus des hommes pour les autres hommes. Ils étaient traités comme moins que rien. Et cet homme, Samuel Heyman, n'a été un homme que dans le regard d'un chien. Parce que tout d'un coup, un chien l'a encore regardé comme un être humain digne d'intérêt. Vous savez, parfois, on voit ça dans la rue. Vous avez quelqu'un qui est étendu sur un trottoir avec un animal, et vous avez l'impression qu'il y a juste pour cet animal qu'il est quelqu'un de grand, qu'il est un maître, qu'il est quelqu'un de responsable, qu'il est quelqu'un d'autonome. C'est comme si c'était uniquement son animal qui lui donnait de l'humanité, alors que toute la société lui refuse. Alors là, on va aller dans le secret de cet homme pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Monsieur Ibrahim, c'est une toute autre histoire, émouvante aussi, mais beaucoup plus joyeuse, parce que c'est une histoire d'enfance. C'est un texte que moi j'avais écrit en 1999, je me rends compte. Mais qui n'a jamais cessé de se jouer. Il a été créé par Bruno Abraham Kremer il y a plus de 20 ans. Il y a eu le film que vous avez peut-être vu avec Omar Sharif,
Omar avait remporté tous les prix possibles pour ce rôle, puisqu'il avait eu le César en France, le Golden Globe, enfin la nomination au Golden Globe aux États-Unis, le Lion d'Or à Venise. Bref. Et ce texte, maintenant, il est étudié dans les écoles parce que c'est un texte sur la tolérance. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'amour entre un petit garçon juif et un épicier musulman. Voilà. Moïse, appelé Momo, n'a pas de mère, vit avec un père déprimé et au fond pourrait partir dans la violence. Et heureusement, ce qui va l'arrêter, c'est le regard d'un autre homme sur lui, c'est le regard du vieil épicier arabe, l'arabe du coin, qui est Monsieur Ibrahim. Alors on va découvrir qu'il n'est pas arabe. Hein. Arabe, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit dans l'épicerie, et que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est une véritable histoire d'amour et de tendresse entre un jeune garçon et un vieil homme, et tous les deux, par le regard qu'ils portent l'un sur l'autre, vont changer leur vie. Alors moi je suis acteur de ça, mais c'est un accident. Mais il se trouve que c'est un accident qui dure. Il y a quelques années, Francis Lalanne jouait le texte Monsieur Ibrahim formidablement bien au Théâtre Rive Gauche. Il était extraordinaire. Mais il ne pouvait pas le faire 9 soirs où il avait déjà signé des galas où il devait chanter. Et on m'a dit, remplace-le. Moi, je fais partie des crétins à qui il ne faut jamais dire chiche, parce que j'y vais. Donc j'ai eu 4 jours pour apprendre le texte. Bon, c'était quand même facile, j'avais écrit. J'ai eu 3 jours pour apprendre le texte, 4 jours sur la scène avec la metteur en scène Anne Bourgeois, ça c'était un peu court. Et le jeudi, j'ai joué devant le public. Et écoutez, le public a été tellement gentil avec moi, puisque ça s'est magnifiquement passé, que j'ai fait mes 9 dates avec un grand bonheur, et puis que depuis, eh bien, chaque année, je le joue de plus en plus, jusqu'à Avignon cet été, où j'ai joué tout le mois. Et puis, maintenant, je commence même aussi à le jouer à l'étranger, puisque je l'ai joué en Italie, avec des surtitres en français, je vous rassure, je ne suis pas capable de le faire en italien. Et l'année prochaine, je vais le jouer en Pologne, je vais le jouer à New York, à Los Angeles, à San Francisco, un peu partout, ça y est. Y compris à Chaville. Et à Chaville. Voilà. Très fort. Sans sous-titres. Voilà. Parce qu'on m'a dit que votre français était fluent. Ils sont très très bons. Voilà. Donc voilà, je suis un acteur de remplacement, par accident, mais voilà, j'éprouve un grand... Je vais vous dire, quand je monte sur scène, je me guéris de la solitude de l'écrivain. Quand on est devant sa table, on est ému par ces personnages, mais on se dit, est-ce que je suis le seul à être touché, à rire, etc. Et là, tout d'un coup, quand je suis sur scène et que je raconte l'histoire et que je fais vivre tous ces personnages, je vibre avec vous et je partage cette émotion, et donc j'ai peur que la scène devienne une drogue dure. On va vous y encourager encore plus. Merci Eric. Merci beaucoup. Eh bien, bon, il va falloir faire la liaison, hein, comme tout à l'heure. On va continuer. On va continuer. Alors là, encore une fois, on est dans l'éclectisme le plus total. On passe de François-Xavier de Maison à Maurice Maeterlinck. François-Xavier de Maison, vous le connaissez, il est déjà venu, c'est un comédien remarquable, extrêmement drôle. Lui aussi a eu un parcours très particulier. Vous savez qu'il était trader et qu'il était dans les tours jumelles
le 11 septembre 2001, ce qui fait qu'il a quitté cet univers et qu'il est devenu, pour notre plus grand bonheur, comédien. Et son dernier spectacle est, comme les précédents, extrêmement drôle, extrêmement touchant, puisqu'il exerce toute une série de personnages différents. Après, chronologiquement, nous aurons François Salle, qui est, dans le cadre de Musiques à Versailles, et son ensemble de violoncellistes. Vous savez que vous le savez peut-être, Musiques à Versailles organise tous les mardis, c'est une très belle idée, depuis 5 ans maintenant, dans tous les endroits importants de la ville, un concert. Les endroits importants, c'est évidemment le Théâtre Montansier, mais c'est aussi le Trianon Palace, c'est aussi la cathédrale, c'est aussi la synagogue, c'est plein de lieux à Versailles. Et le seul endroit où Musiques à Versailles se décentre un peu, c'est l'Atrium de Chaville. Donc j'ai eu l'occasion de voir ce concert déjà précisément au Théâtre Montansier. Il y a sur scène une douzaine de violoncellistes, c'est absolument super. Vous avez le programme précis qui va de Bach à Verdi, Monteverdi, etc. dans la plaquette. Et je vous conseille vivement cette soirée. François Morel ensuite. Est-ce que je dois vous présenter François Morel? Je ne pense pas. C'était Les Deschiens, mais c'était aussi, ici même d'ailleurs, Le Bourgeois Gentilhomme. C'est aussi le chroniqueur de France Inter. Et puis c'est aussi un chanteur. Un magnifique chanteur mis en scène par Juliette, dont on a parlé tout à l'heure. Alors évidemment, il ne peut pas s'empêcher de nous faire rire, de nous attendrir. Il n'est pas comme certains artistes qui rentrent sur scène sans dire bonjour et qui repartent sans dire au revoir. Comme ça arrive, paraît-il, récemment dans certains endroits. Donc on passe une soirée extrêmement tendre, extrêmement drôle. Je vous incite d'ailleurs, il y a des choses sur Internet, à aller écouter ces chansons qui sont très très belles, très tendres, très nostalgiques. Et vous passerez une soirée superbe. Standing Women, ensuite, il s'agit de danse. Alors là, la danse, ça fait peur à un certain nombre de personnes, ça manque à beaucoup d'autres. Rassurez-vous, c'est une danse extrêmement accessible, une espèce d'équilibre entre la tradition d'un lac des cygnes ou une danse extrêmement contemporaine. Je sais que Pascal Rioux, qui est un chorégraphe français installé à New York depuis 35 ans, n'aime pas qu'on dise que c'est néoclassique, alors on va dire que c'est néo-moderne. Il s'agit de la tragédie grecque et c'est absolument magnifique, des danseurs et des danseuses superbes. Généralement, la question que beaucoup de spectateurs se posent à propos de la danse, c'est est-ce que je vais comprendre quelque chose et est-ce que je vais m'ennuyer? Vous allez extrêmement bien comprendre et vous n'allez pas du tout vous ennuyer. Donc nous ne faisons pas beaucoup de spectacles de danse, il y en a bien un qu'il faut venir voir, c'est celui-là. Et nous travaillerons en coopération avec le conservatoire. Ils étaient venus déjà il y a quelques années, on avait fait une classe de maître, moi j'aime pas dire masterclass, alors une classe de maître, ça avait recueilli un succès extraordinaire. On va continuer cette année, ils vont être chez nous pendant plusieurs jours. Venez voir Standing Woman. Et puis la mort de Tintagiles. Alors là, vous devez être comme moi il y a quelques mois, vous dire qu'est-ce que c'est que la mort de Tintagiles. Maurice Maeterlinck, vous avez peut-être entendu parler, prix Nobel de littérature en 1911, d'origine belge même, remarquable écrivain. Péléas et Mélisandre tout de même, hein, c'est pas rien, L'Oiseau bleu, et puis la mort de Tintagiles. Alors, il y a une metteur en scène qui s'appelle Géraldine Martineau. Et Géraldine Martineau, c'était la comédienne du Poisson belge que vous avez appréciée l'année dernière. Et Géraldine Martineau m'a proposé cette pièce. Alors, pour moi, Maurice Maeterlinck, c'était quelque chose d'assez sévère, assez sérieux. Donc, elle a beaucoup insisté et je l'ai lu. Et là, j'ai été enthousiasmé par la qualité de ce texte, par l'émotion qui s'en dégage. Mais comme Géraldine Martineau, elle aussi, nous fait l'amitié d'être là, je lui ai demandé de nous rejoindre pour... Merci Géraldine. Pour que tu sois aussi convaincante avec le public que tu l'as été avec moi, pour que, voilà, on s'imprègne de ce texte. Bonsoir, je suis très heureuse d'être ici, donc de revenir après le Poisson belge et de vous présenter la saison prochaine ce qui sera ma deuxième mise en scène. Je remercie beaucoup Hervé de me faire confiance puisque le spectacle n'est pas encore créé, donc c'est un pari. Il se créera au Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie le 21 septembre. Et voilà, je suis assez émue d'accomplir ce projet sur lequel je travaille depuis 3 ans. Maeterlinck, c'est un auteur bouleversant, vraiment unique. Il s'attaque à écrire l'invisible, les mondes invisibles et l'indicible. Donc c'est vraiment une écriture
très forte. Il écrit sur le silence, sur nos terreurs enfouies, nos angoisses, les liens entre les gens et l'amour et la mort, qui sont aussi ses thèmes centraux dans son œuvre. Et dans La mort de Tintagil, voilà, c'est le retour d'un enfant, Tintagil, dans son île natale. Et il va être, la joie des retrouvailles avec ses sœurs et leur vieux maître Agloval vont être teintés aussi d'un pressentiment funèbre. En effet, la reine qui régit tout sur cette île mystérieuse, qui est une reine omniprésente, omnipotente et invisible, aurait peut-être ramené Tintagil pour le tuer. Et du coup, cette veillée, ces sœurs qui vont veiller Tintagil, ça va réveiller en elles tout le courage enfoui, tout leur amour, et finalement, ça va être une veillée extrêmement lumineuse. Pour moi, c'est un texte très fort, évidemment très émotionnel, mais finalement très lumineux, très beau. Et il me bouleverse et j'espère que vous serez heureux en tout cas de le découvrir. Et il y aura également une part importante à la musique qui sera composée par Simon Dalmet. Il y aura des chants a cappella chantés par les acteurs et aussi accompagnés à l'harmonium par Sylvain Duède qui joue Tintagil, qui est un excellent musicien. Et l'univers visuel sera aussi inspiré de peintres comme Munch, qui est contemporain de Maeterlinck et qui, moi, m'inspire beaucoup. Et voilà, avec des tissus, plein de matières qui offrent de la transparence, et on pourra faire une création de lumière très poussée sur l'ombre. La lumière, c'est aussi l'histoire d'un passage, évidemment, de la clarté à l'obscurité, et on va essayer de travailler des choses très belles. Et voilà. Et je m'en réjouis et j'espère que vous serez là. Merci. Merci Géraldine. Alors vous le savez, dans une saison, il y a des spectacles qui sont un peu évidents. On connaît l'artiste, on connaît le thème, on y va, j'allais dire, sans risque. Là, je vous conseille cette mort de Tintagil. C'est une pépite, j'en suis sûr. Je ne l'ai pas vue, je l'ai lue, puisque, comme Géraldine vient de nous le dire, ça va être créé au Théâtre de la Tempête. Mais si vous voulez faire un petit pas de côté, prendre un petit risque avec beaucoup de guillemets, venez voir La mort de Tintagil. Alors, il va y avoir un nouvel événement à Chaville l'année prochaine. On s'y est tous mis. La MJC, le Forum des Savoirs, le Conservatoire de Chaville et Ville d'Avray, l'Atrium évidemment. Pendant une semaine, on va essayer d'approcher tous les spectres de la musique. C'est Dominique Fillon qui sera notre conseiller artistique. Et le concert final se jouera ici même. Il a fait déjà beaucoup de spectacles à l'Atrium et au Sel d'ailleurs, avec un public acquis. Il a beaucoup de fans dans la région. Il sera avec Akemi Fillon. Et la première partie, que vous venez d'entendre un tout petit extrait, s'appelle Akedo. Et la seconde partie sera consacrée à Al Jarreau, qui est un artiste qui nous a quittés, vous le connaissez il y a quelques mois, que Dominique Fillon connaissait bien. Et nous passerons, je pense, toute une semaine musicale très différente, avec des conférences, avec des démonstrations, avec là aussi des classes de maîtres, et ce concert final. On va maintenant rentrer dans la dernière période de cette présentation de saison. Deux choses à dire. La première, c'est que devant le rang qui était devant nous, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 ados. Et 6, pardon. Et elles étaient visiblement enchantées.
Ils nous l'ont dit, et il y avait 2 générations entre les deux, hein, vous comprenez. Et c'était remarquable et remarqué. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Je crois que vous avez gagné le gros lot, là, parce qu'elles ont applaudi, mais elles étaient, ça se voyait sur leur visage. C'est formidable, vous touchez un public qui, pour ce soir, allait pour la première fois ou la deuxième fois au théâtre. C'est ça qui est formidable. Ah, c'est génial. Bonsoir, je vais juste me permettre de manière aussi de partir élégamment avec mes pré-ados qui sont là les 3. Et, merci, je trouve que c'est ce type de pièce de théâtre, c'est magnifique à partager avec nos enfants. Et il me semble, alors moi je ne suis pas enseignante, je suis juste parent d'élèves et représentante de parents d'élèves dans des écoles de Sèvres. Et ça serait fabuleux d'avoir des échanges avec vous à travers notamment la pièce de manière ponctuelle, peut-être dans des interventions dans des collèges ou lycées, et avoir cet échange. Arriver à ressentir des émotions, tout ça. Et donc je comprends très très bien ce que vous dites. Je pensais à des trucs, je mettais dans des étapes impossibles. Je voulais jouer Hermione et puis voilà. Et en fait un jour, mon prof de théâtre, il m'a dit « Mais arrête de penser à ce que tu dis, pense ce que tu dis ». Durant cette pensée suspensive, vous pouvez avoir des apartés. Je monte pour dire ceci, cela. Et je continue pour dire ceci, cela. Et je dis ceci, cela, pour arriver au point névralgique, pour dire c'est à cause de ci, de ça, de ci, même si c'est ci, même si c'est ça, même si c'est pas comme ci ou comme ça, et c'est, etc., etc. Je pense que le théâtre est toujours heureux. C'est-à-dire, on remonte, on relit, on répète, on représente. Vous voyez, il y a toujours un pli et on se penche sur quelque chose qui est en arrière de nous. Je crois que le théâtre est l'art des spectres, des revenants, littéralement, et il me semble donc qu'il faut remonter les textes, non pas les monter, comme si c'était le tube de l'été ou comme si c'était une découverte qu'on faisait, mais remonter, revenir sur les choses. Comme on dit des oignons, vous savez, on les fait revenir à la poêle. Et moi, ce qui me frappe là, et donc de passif et de statique, là, ce qui me frappe au contraire, c'est le mouvement, c'est l'espace. Et ça, c'est une différence évidemment essentielle. Et toute cette... l'expression est un peu bizarre, surtout chez Marivaux, mais si je puis dire, toutes les tripes de la pièce sont mises en mouvement. Et ça, je trouve ça admirable, parce que c'est ça la vie. On n'allait pas au théâtre pour consommer un spectacle et rentrer vite chez soi. On allait au théâtre pour après parler avec les gens, travailler presque, enfin travailler ludiquement, mais travailler, réfléchir, rêver ensemble, et on rentrait beaucoup plus tard, et la soirée se divisait en deux. Il y avait la représentation, et puis après le fait de parler, enfin voilà. Pour ne plus voir qu'un dixième de nous, ce dixième qui s'appelle Marivaux, c'est une part de nous quand même, mais c'est pas la vie, c'est ce qu'on ne voit pas de la vie, justement. Sinon, on n'irait pas au théâtre. On vient pour voir ce qu'on ne voit pas dans la vie, tout simplement. J'ai une envie, un désir très très fort, très intense, très 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 profond, très 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 sincère. Et après, je construis ma pièce. Mais je ne vais pas me dire, tiens, je vais mettre 3 Camille parce que... Non, il n'y a pas de raison. En fait, c'est presque pour moi une expérience sensuelle, l'écriture, où je me laisse... pas guidée par les personnages, mais presque, quoi. Ils m'emportent. Alors que Camille, elle a sculpté avec son âme, avec son cœur, avec sa chair, avec sa sincérité. Et c'est cette sincérité-là qui reste aujourd'hui. On ne peut pas dire d'autres mots après cette phrase-là. Je suis désolé, c'est toujours trop court, mais merci Marie, merci Sophie, merci Madame Paris d'être parmi nous. À très bientôt, à très vite. Merci Christophe. Merci à vous. Beaucoup. Et donc à bientôt. À bientôt.
avez vu, vous connaissez, je pense, j'espère, les rencontres de l'atelier. Vous avez eu un petit florilège de ce qui s'est passé l'année dernière. Ce sont tout simplement des débats auxquels vous avez tous accès. Vous pouvez parler, échanger, donner votre avis, dire que vous avez aimé, dire que vous n'avez pas aimé. Les artistes sont là, ou des auteurs qui sont concernés par le sujet. Vous avez vu assez longuement Daniel Mesguich qui disait des choses absolument magnifiques. On les fait maintenant systématiquement après certains spectacles. Et sur la plaquette, vous verrez sur certaines photos un tout petit cœur où il est écrit « Les rencontres de l'atelier ». Je vous les recommande très vivement. C'est Pierre-Olivier Scotto qui est dans la salle. Je ne lui donne pas la parole parce qu'il va falloir quand même qu'on termine. C'est Pierre-Olivier Scotto qui anime admirablement ces débats et qui les enrichit. Et j'espère que vous viendrez nombreux l'année prochaine et que vous resterez nombreux aux rencontres de l'atelier. Et puis il y a les clins d'œil de l'atelier. Les clins d'œil de l'atelier, on est en train de les préparer pour l'année prochaine. Vous l'avez vu, ce sont des interviews que l'on fait, Pierre-Olivier Scotto et moi-même, pour vous inciter à venir, pour que vous compreniez mieux encore de quoi il s'agit. Ils sont diffusés en raccourci sur cet écran avant les films. Ils sont diffusés en totalité sur notre site, sur YouTube, et puis sur notre écran d'accueil. Voilà. Donc c'est un public... Pour ce qui est des clins d'œil de l'atelier, ce sont les artistes que nous interviewons. Pour les rencontres de l'atelier, c'est un public qui est de plus en plus jeune. Nous faisons un très très gros travail avec les scolaires, avec les jeunes gens. Pierre-Olivier et moi-même allons sur place, les rencontrer, les préparer, parce que comme le disait Mesguich, un spectacle, ça se prépare, y compris que lorsqu'on est adulte. Il ne s'agit pas d'être trop sérieux et trop triste, mais on essaye de comprendre, de voir ce qu'on va voir, et vous avez pu côtoyer tous ces jeunes gens qui viennent de plus en plus nombreux à nos propositions, grâce à leurs professeurs. Certains d'entre eux d'ailleurs sont dans la salle. On a plein de projets pour eux, avec eux l'année prochaine. On va faire quelque chose aussi autour de Molière, toujours aussi vivant. Bref, vous le savez, nous attachons beaucoup d'importance à ces ateliers, qu'ils soient des clins d'œil ou des rencontres. Et puis, avant, vous avez vu que le spectacle du conservatoire en plusieurs représentations seront Les Misérables. Je ne vais pas vous parler des Misérables, hein. Vous savez de quoi il s'agit et vous connaissez la qualité des spectacles proposés. Je voudrais aussi attirer votre attention sur la soirée du Forum des Savoirs, la soirée inaugurale, avec une femme remarquable, Julia Kristeva, le 28 septembre. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Merci aux artistes de nous avoir rejoints, d'avoir été si généreux. Merci à vous. On se retrouve en musique, en bas, et autour du verre de l'amitié. Les abonnements, on vous l'a dit, c'est vendredi. Donc, nous vous attendons en direct ou par Internet. Et puis, le plaisir de vous retrouver tout au long de l'année. Très belle saison à vous et merci.